Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour des fans. Ce soir, je suis avec Osvaldo. Salut Osvaldo. Salut Mirko. Et je suis avec Colin. Salut Colin. Salut Mirko et salut à tous. Alors, chers auditeurs, le programme de cet épisode sera très très court. Il consistera uniquement dans le débriefing du dernier match de la saison. Dernier match qui nous a opposé donc au FC Ville à la Maladière. Pas de briefing du prochain match puisque c'était le dernier match de la saison. On va pas faire non plus de bilan de saison puisqu'on vous l'a déjà annoncé. Ça sera fait dans un épisode qui sera enregistré et diffusé la semaine prochaine. Voilà, on peut tout de suite passer à cette rubrique. Dernière journée de Challenge League au programme ce week-end, ce vendredi même 23 mai, puisque tous les clubs, comme le veut la tradition, jouent en même temps la dernière journée. Alors, messieurs, cette année pour le championnat, le fait de jouer tous en même temps n'avait absolument aucun intérêt, puisque tout était déjà dit à tous les niveaux pour ce championnat. Tout n'était assuré d'être promu, Haro était assuré d'être barragiste, et puis Chafouz était assuré aussi de descendre en Promotion League, doublement assuré, j'ai envie de dire, puisqu'en plus d'une relégation sportive sur le terrain, c'est aussi une relégation administrative qui leur aurait pendu au nez, puisqu'ils n'ont pas obtenu la licence en en deuxième instance. Il y avait finalement ouais, potentiellement qu'un seul enjeu hein, pour Neuchâtel Xamax pour ce match, c'était de défendre cette septième place au classement qu'ils occupaient depuis un bon moment, mais toujours avec l'AC Bellinzone sur les talons, l'AC Bellinzone qui était même revenu à hauteur de Neuchâtel Xamax à la dernière journée avec 41 points. Donc la mission était simple, hein, en faisant mieux que Bellinzone, on gardait cette place au classement. Malheureusement, ça n'a pas été le cas puisque bah, le FC Ville a confirmé son statut de troisième bête noire de bête noire numéro 3, on va dire, sur Neuchâtel Xamax. Puis les Saint-Gallois se sont imposés 3-2 à la Maladière. Alors, on n'a pas eu beaucoup de réactions de la part de nos auditeurs. Ils étaient un peu comme vous, chers auditeurs, et nous, les animateurs, un peu sous le choc de ce match. Donc, on a Mathieu qui nous dit match pourri, stade vide, ambiance de merde aux buvettes, le club cool. Alors, il était vraiment remonté, hein, Mathieu. Julien qui nous dit saoulé. Il a juste dit ça. Luigi, fin du calvaire. Et Thomas qui nous dit nul comme d'habitude. Heureusement que la saison est finie. Donc, bah, j'imagine comme ces quatre auditeurs qui ont bien voulu témoigner et on les en remercie. L'humeur était très maussade, messieurs, à l'issue de ce match. Osvaldo, on commence par toi. Bah oui, l'humeur est maussade depuis un petit moment, et puis l'humeur est maussade, on va dire, tous les week-ends avec les gens avec lesquels j'ai l'habitude d'aller au match. Donc c'est clair que ouais, c'est pas une ambiance qu'on peut qualifier de festive. Colin, c'était la même chose pour toi. Ouais, la même chose, humeur maussade, malgré une Madière un peu remplie quand même, mais pas d'ambiance, donc on passe pas non plus un très bon match et puis non, une défaite à la fin, donc ouais, vraiment pas une humeur maussade, humeur maussade. Hmm. Alors moi, bah, l'humeur, elle était maussade aussi hein, à l'issue de ce match. Enfin, pendant le match, et à l'issue de ce match encore plus, évidemment. Alors, bon, j'ai raté mon troisième match de la saison au stade, puisque après avoir raté les deux premiers matchs de la saison pour cause de vacances, bah, là, j'étais malheureusement malade. Je suis pas encore complètement remis, mais suffisamment pour animer cet épisode. Mais donc, j'ai regardé le match au chaud. C'était pas le cas à la Maladière, apparemment. Mais voilà, le sentiment à la fin était un petit peu le même. Donc, bah voilà. Pourtant, le match commence sur des bases
relativement égalitaire. On peut pas dire que le Séville est rentré pied au plancher par rapport à nous. C'était pas un grand football pendant les premières minutes. Tout au plus, on peut noter voilà une frappe de Demassay qui a failli prendre Laïdani à défaut. Alors, c'est pas vraiment une action, hein, messieurs, puisque Osvaldo, puisque cette action, elle vient d'une passe très étrange d'un joueur de ville qui lance en fait Demassay. Et puis, bon, il frappe de manière très éloignée et excentrée, mais on aurait pu assister à un but assez inhabituel, Osvaldo, sur ce coup. Oui, oui, parce qu'en plus, le ballon passe sauf erreur sous la main du gardien et file à côté. Donc, non, c'est une opportunité qui aurait pu faire mouche de façon assez bizarre dans le cours du match. Et puis surtout, je pense que ça aurait pris de court pas mal de spectateurs dans le stade parce que j'imagine que vu l'enjeu, il n'y a pas tout le monde qui avait forcément les yeux rivés sur le terrain à chaque seconde. Donc oui, ça a failli prendre à défaut le gardien de ville. Mhm. À la 14e, une première alerte pour Xamax avec une sortie très à propos de Mossi sur Borges qui avait été bien lancé par je sais plus lequel de ses coéquipiers. Mais voilà, sans une bonne intervention de Mossi, on ne serait pas passé loin de l'ouverture du score. Ensuite, on va pas se cacher, messieurs, pendant une bonne vingtaine de minutes, il s'est pratiquement rien passé, hein. On s'est On se ennuyé puisque l'ennuie. Xamax avait de la peine à produire du jeu et puis Ville n'était pas non plus venu pour Très attaquer inspiré. à tout va. Ouais, c'est pas qu'ils s'étaient pas inspirés, mais voilà, ils avaient une attitude assez attentiste non plus. Mais en même temps, c'est vrai, ils n'avaient pas de raison voilà, de Raisonnable. partir pied au plancher non plus. Donc voilà, on pouvait s'attendre à ce que les deux équipes arrivent tranquillement sur un score de 0-0 à la mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Avec une action à la 39e, je vais te laisser nous la commenter dans un premier temps, Osvaldo. Qui, pardon? Qui? Ouais, ça a bugué. Osvaldo. Ah, pardon, oui, d'accord. Non, non, bah, c'est décalage, décalage sur la gauche, hein, le joueur de ville qui fixe l'arrière-garde et puis qui met cette frappe enveloppée au deuxième poteau sur la gauche d'Anthony Mossi. Et c'est vrai que voilà quoi, on est un petit peu dans la lignée des buts qu'on a pris toute cette saison. C'est-à-dire que oui, on peut saluer la beauté du geste, en l'occurrence, la beauté du geste du buteur Hadjidj, mais en même temps, beaucoup trop d'espace laissé. Et puis surtout pas d'agressivité sur le porteur du ballon suffisamment tôt dans l'action, ce qui lui a laissé l'espace pour mettre cette frappe enroulée. Ouais. Alors Colin, on t'a pas vraiment bisuté hein, depuis ton arrivée, surtout dans le cadre du podcast. Peut-être qu'on va le faire un petit peu maintenant. Parle-nous un petit peu justement du positionnement de la défense, du comportement de la défense sur ce but. Bah, on voit que Gonçalves, il est quand même, il s'attend à ce que le joueur tente quelque chose sur lui, donc il se met en retrait et puis il le regarde, il va pas tenter d'agressivité comme a dit Osvaldo. Le reste, c'est un peu une ligne défensive avec MCDB qui est tout derrière et bah le joueur, il a quand même de la place pour tenter une frappe, donc il voit qu'il peut pas trop chercher ses coéquipiers, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'armer sa frappe et d'envelopper sa frappe et ça rentre parce que bah les joueurs s'y attendent pas. Mossi plonge, mais c'est un peu trop en retard. Et surtout, bah, il a pas le bras au bon endroit. Mais donc, le positionnement de la défense était compliqué, même si du coup, le joueur a dû s'armer de sa frappe. C'était Pito qui nous disait en interview qu'il fallait qu'il trouve des automatismes avec CDB. Bah, peut-être que là, il y a un petit peu un manque d'automatisme et puis un manque de volonté de Gonçalves d'aller se lancer sur le joueur, sachant que c'est son dernier match pour nous. Oui, effectivement. Enfin, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que bah, quand même les deux milieux qui sont censés filtrer dans l'axe, ils sont pas là non plus parce que certes, Non, effectivement, Hadjidj, il fait ce mouvement, et, en fait, il provoque, il fait croire à Gonçalves qu'il va tenter le dribble, mais pas franchement, donc ça rend la tâche de Gonçalves pas compliqué. tellement possible, enfin un peu plus difficile, mais on voit qu'il n'y a pas vraiment non plus de communication avec Johan Epito parce que là, en fait, si Gonçalves
va franchement au contact, ben Epito, il doit essayer de couper. Si jamais l'attaquant de Ville passe, il doit venir en deuxième rideau pour essayer de bloquer toute possibilité de frappe ou de passe. Mais en fait, Epito, il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il y a deux joueurs qui sont complètement libres. Alors, Ouais, c'est le 24 28 et le Borges qui 26. suit. Ouais. Et puis, on a un autre joueur, on n'arrive pas bien à voir son numéro qui est pris dans l'action aussi, là, qui est dans l'axe. Bon, peu importe, mais il a aussi, en fait, Agige, il a aussi la possibilité, s'il le souhaite, de le remettre en retrait. Pourquoi? Parce qu'il n'y Tout a à pas fait. d'autres joueurs qui viennent mettre la pression là-dessus. Donc, de nouveau, on est pris. Le joueur, il a plusieurs choix. Et ça, c'est quand même problématique, en fait. C'est difficile de défendre quand le joueur qui porte le ballon, il a plusieurs choix. En Enfin, fait, la on ne bonne sait pas exactement. défense, ça consiste à bloquer le nombre d'options de choix qu'a le joueur pour mieux le contrer. Oui, Colin. Bah, quand tu regardes l'action, effectivement, tu vois le 17 qui est déjà libre tout au fond, et puis lui, tu pourrais te dire que Fontana pourrait être dessus. Bamba et Arras, ils couvrent personne. Bamba, il couvre le numéro 17, mais en fait, il est juste au milieu, mais il n'est pas dessus non plus. Arras, il est entre deux joueurs, mais là non plus. Et Sidibé, il est au milieu, pensant intercepter quelque chose ou pas, mais il est sur personne non plus. Donc, il y a effectivement une erreur de pressing là-dessus. Et puis Pito, effectivement, il y a deux joueurs qui peuvent couper la passe, donc il peut pas essayer de s'intercepter. Encore là, c'est les milieux de terrain qui peut-être conditionnent le fait que Gonçalves n'y va pas et que Pito doit rester derrière, Bamba et Moussa Arras, sachant qu'en plus, là, comme disait Pito, des automatismes, c'est deux milieux de terrain qui ont quasiment jamais joué ensemble toute la saison. Donc là, l'automatisme de se comprendre et de trouver quel joueur couvrir, ils l'ont pas, quoi. Donc ils l'ont clairement pas. Pardon. À un moment, c'est très clair, messieurs. Au moment où Oui, Agis commence à amener son mouvement, on voit Johan Epito qui fait un mouvement avec le bras en disant, il y a deux joueurs ouais, là. va là-bas. Ouais, ouais, Va exactement. là-bas, il y a deux joueurs. Et alors, je sais pas à qui il adresse ce geste. Je pense que c'est plus de dire, mais il faut aller les marquer, ces deux. Mais c'est très clair, on le voit sur les images. Avec son bras Clairement. gauche, c'est le bras où il a le brassard, il indique qu'il faut aller prendre ces deux-là. Ce qui fait que lui, il s'engage pas, il va pas marquer ces joueurs-là, parce que si il va les marquer et que l'autre, que Agige passe Gonçalves, ben, il est en très bonne position pour aller seul au but. Mais en même temps, il doit couvrir parce que si il doit être prêt à intervenir si Agige passe Gonçalves. Mais là, après, bon, Agige, il fait pas forcément le choix que la plupart des joueurs auraient fait. Mais voilà, je pense qu'il s'ouvre bien le chemin du but, puis il a confiance en ses capacités. C'est un joueur qu'on connaît assez peu, hein, nous, du côté de Neuchâtel, on va pas se cacher. Mais il faut avoir une frappe sèche sans beaucoup d'élan, ce qu'il fait très bien, hein. Là, il a le coup d'œil, il veut exactement la mettre là. Il y a aucune notion de chance dans ce mouvement-là. Mais voilà, c'est quand même un but symbolique de notre saison et on verra que les trois buts qu'on a pris ce soir, ils ont une symbolique dans notre saison. Voilà, 0-1 pour Ville à la mi-temps, c'est un peu contre le cours du jeu. Ils n'ont pas produit franchement beaucoup plus de jeux que nous. Mais voilà, les erreurs se payent cash à ce niveau. Et, euh, et voilà, les Saint-Gallois rentrent avec un but d'avance. Deuxième mi-temps, ben voilà, entrée assez tranquille et à la 55e, une action qui amène le deuxième but des Saint-Gallois. Ben, cette fois, à toi la parole en premier, Colin. Bon, je vais aussi faire la commenter. Il y a le joueur de Ville qui a le ballon. Arras intercepte la passe, mais rate aussi sa passe envers Bamba. Le joueur de Ville s'avance tout seul, il frappe et personne va dessus. Donc, et Mossi plonge pas non plus. Donc, la frappe rentre toute seule, quoi. Honnêtement, là-dessus, c'est un peu la même situation. Au nouveau, c'est désorganisé. Il n'y a pas d'automatisme entre les deux milieux de terrain où la passe, elle n'est pas réussie. Et puis derrière, Bomba, il essaie de rattraper, mais il n'arrive pas. Sidibé, il anticipe que le gars continue à avancer, mais il n'est pas non plus sur la trajectoire de la frappe. Et Pito, il arrive au dernier moment, mais c'est trop tard. Et puis, Mossi, il est aussi en retard. Il rate complètement son plomb. Il aurait dû plonger parce qu'en plus, il est au bon endroit où la balle elle est tapée. Il plonge. S'il plonge un peu légèrement avant, il l'a, quoi. Donc, de nouveau, une erreur de la défense. Et puis, ça profite pour les Saint-Gallois. Osvaldo, d'autres choses à dire. Ben, pas tellement, franchement, analyse complète de Colin, mais on est de nouveau, je veux dire, on est de nouveau sur une action
qui est absolument symptomatique de notre saison, entre l'erreur technique de la passe qui n'est pas assurée, le manque de communication du joueur qui n'arrive pas à réceptionner la passe qui déjà en soi est médiocre. Et puis finalement, il suffit d'un pressing, on va dire, pratiquement par moment, qui a la symbolique d'une caresse sur le dos, enfin, pour qu'on perde le ballon, quoi. Et ça, c'est quelque chose, on l'a vu toute la saison. On prend des buts qu'on aurait, je pense, et je le dis en ayant suivi ce championnat pour une autre activité journalistique, des buts qu'on aurait aucune peine à prendre face à certaines bonnes équipes de Promotion League aussi, hein. Hmm. Non, Je- très clairement. je- j'ai aucune peine à le dire parce que franchement, c'est des pertes de balles. Comme on dit, la communication, le fait de se parler. Et Dieu sait que je me rends compte à quel point c'est symptomatique, même au niveau régional, amateur, hein. À tous les niveaux du foot, c'est absolument essentiel. C'est de, c'est finalement de sonder les possibilités. Puis on a l'impression qu'il y a beaucoup de ces passes qui sont faites, ouais, parce que c'est la dernière petite opportunité qu'on peut avoir de éventuellement pas perdre le ballon et que beaucoup de choses sont faites au hasard et c'est un peu le symbole, quoi. Non, mais déjà, je pense que encore aujourd'hui, Moussa Arras, il doit se demander qu'est-ce qu'il a essayé de faire en jouant ce ballon du pied gauche. Alors, je veux bien que Moussa Arras soit gaucher et puis que ce soit vraiment son pied fort, mais vu comment vient le ballon, vu comment il est positionné, le joueur de ville, il est pas au contact. Donc là, il faisait un tout petit plat du pied ouvert vers l'avant et Bamba récupérait le ballon tranquillement vers la zone où se trouve l'arbitre qui serait tiré. Alors là, c'est quand même pour un joueur où le ballon arrive pas sur son pied dominant, une petite passe comme ça, 3 mètres plus loin du plat du pied, ça doit quand même être un geste qui doit être réussi. Donc là, il la prend du pied gauche. Franchement, en plus, comme il la prend, ben, c'est clair qu'elle allait arriver vers l'arrière. Donc Bamba, il partait vers l'avant, lui, à ce moment-là. Donc il doit réagir et revenir vers l'arrière. Donc il perd un petit peu déjà la demi-seconde nécessaire par rapport à l'adversaire. Manque de bol. Ils sont deux à lui arriver dessus. Puis il y en a un qui est malin, c'est-à-dire que le joueur qui vient au contact, eh bien, il fait le pressing ensuite avec son corps. Je crois que c'est le 29. Et puis, ça permet à son coéquipier de récupérer le ballon et puis d'aller vers le but. Et ensuite, ben, un problème récurrent de cette saison, le manque de pressing. Et voilà, le joueur, il avance, il avance, il avance, il a le temps de sourire. Et puis, il fait une frappe qui est précise. Il la met exactement là où il veut. Il n'a pas besoin de frapper Manque dans de filet. l'urgence. Et c'est ça, il veut la mettre là. Et puis, un plongeon à retardement qui vient conforter notre théorie que voilà, le gardien n'était pas non plus le problème majeur pendant cette saison. Et puis voilà, c'est un autre but qui est tout à fait symbolique, quoi. Le premier, c'était sur une action placée. Là, c'est sur une perte de balle qui amène une contre-attaque vraiment express par l'adversaire. 0-2. Et puis à ce moment-là, on peut pas dire que c'est immérité pour Ville. De nouveau, ils n'ont pas joué pied au plancher, mais ils ont su profiter de nos moments de faiblesse. Et, Ouais. euh, et voilà, on pensait que on allait peut-être se diriger vers une défaite à nouveau sévère contre les Saint-Gallois. Et puis, un autre symbole quand même de notre saison, messieurs, c'est que on a quand même vu des bonnes choses sur ce match contre Ville. Et paradoxalement, entre le 0-2 de Ville et puis on le verra après le 2-2 des Maasai, on a vu plusieurs belles choses, à commencer par cette réduction du score qui arrive à la 69e minute. Alors, il y a eu plusieurs beaux mouvements, Osvaldo. Je pense que ça commence déjà par le pressing de Sidibé, si tu veux nous commenter cette action. Oui, effectivement. Donc il y a un pressing finalement assez avancé de Sidibé qui remonte jusque dans le rond central pour récupérer ce ballon. Et puis des machins qui est lancé en profondeur, qui arrive à éliminer avec beaucoup de sang-froid le gardien de ville et puis qui arrive à la placer au fond. Mais c'est vrai que le pressing opéré pour un défenseur central à cette hauteur-là est quand même assez salutaire parce que finalement c'est pas habituel de venir presser à cette hauteur-là et Bamba qui réussit à lancer des machins dans la profondeur, Ouais, qui va dribbler le gardien de ville et marquer. effectivement. Moi, dans le geste de Bamba, ce qui me marque, c'est que c'est fait en une touche.
Ouais, c'est fin d'une touche, c'est ça, j'allais dire la même chose. C'est ça, il voit des Maasai qui part, il fait une touche et c'est extrêmement bien joué parce que s'il fait la touche de trop, s'il avance même que 2 mètres avec la balle, des Maasai, vu la vitesse à laquelle il part, il est hors jeu au moment où il lui met la balle. Donc c'était très bien joué et puis c'est très bien joué des 3 joueurs finalement. Tu l'as dit, Osvaldo de nouveau, je trouve que c'est symptomatique de notre saison. On a réussi sur certains matchs ou par moment par match à produire du beau jeu, à mettre en difficulté nos adversaires. Mais, euh, mais voilà, c'était finalement assez peu durable dans le temps d'un match où on a pu passer des fois à côté même de matchs en entier. Donc voilà, et puis des Maasai, ben voilà, très beau sang-froid, il élimine le gardien, Le il gardien et évite puis le retour des défenseurs et puis voilà, fait le travail. Et puis sur le penalty qui va amener le 2-2, Colin, on a beaucoup apprécié la percussion du Saint Toiti. tout à fait, Toiti qui était rentré en jeu, qui se retrouve entre 3 défenseurs limite. Bon, après ils sont plus que 2, le 5 et le 33, et il entre dans la surface et il force le 5 un peu à le pousser et puis, à faire faute, et ça permet d'avoir un très bon penalty pour Demachaï qui règle parfaitement le gardien à contre-pied, et donc ça on revient à 2-2. On revient de 2 à la 86e, 83e. Et puis, on se dit bah, que peut-être c'est pas fini, quoi. Que peut-être qu'on peut encore aller gagner ce match et pas perdre contre la troisième tête de série, troisième tête de série du championnat, qui nous a déjà mis 3 victoires d'affilée. Et puis, bah, au final, 5 minutes après, c'est un peu réduit. On va rester sur le penalty encore, je pense, Mirko, si tu veux, ça encore à Ouais, me non, non, dire. je veux dire, c'est un petit contact qui c'était pas une faute flagrante Non, de Tcherno Sanin, on va peut-être pas prononcer juste son nom, mais faute c'est quand même. Et j'ai puis, même l'impression J'ai oui, l'impression que le contact que Sidibé il fait sur le premier but, il est plus grave que celui qu'il y a sur Toiti, mais voilà. ouais, après il vient derrière. Alors là, il y a quand même le contact bras sur épaule, hein, donc Ouais, qui ouais, vient, tout à fait. qui vient le freiner. À mon avis, le penalty est justifié, mais il y a des arbitres qui auraient peut-être une demi-faute de Sidibé dans le rond central sur le pressing. Mais Mhm. c'était viril, et il prend quand même le ballon, donc c'est aussi le joueur de Ouais, ville ouais. qui s'attendait pas à ce que le défenseur vienne le coller à ce point-là. Donc voilà. Et puis tu l'as dit, ben on pouvait s'attendre à ce que Xamax fasse le pressing pour revenir. Et puis, au final, tout est perdu sur une action à nouveau horrible, Osvaldo. Oui, effectivement, c'est un peu bah, de nouveau symptomatique des matchs qu'on a vécu cette saison. Tu le disais avant qu'on n'arrivait même pas à garder la continuité selon comment euh, à l'intérieur même d'un même match. Et c'est vrai que ce long ballon que Sidibé est supposé réceptionner 100 fois et ça lui passe le ballon lui passe au-dessus et c'est Akinola qui peut aller Ajuster. conclure seul face à Messi. C'est hallucinant comme ce ballon il saute plusieurs lignes sans que personne s'interpose et puis surtout enfin sans que le dernier défenseur qui est quand même sur la trajectoire de la passe n'arrive pas à couper cette passe. Et on est typiquement dans les buts qu'on a pris beaucoup trop souvent cette saison. Ouais. Alors, à la décharge de Sidibé, quand même, il y a un rebond très très moche. Le Ouais. ballon, il va rebondir dans une zone qui est compliquée pour lui, surtout en tant que gaucher, parce que on sent que Sidibé, on voit sur cette action que Sidibé est gaucher, parce que il voit que le contrôle du pied gauche va être compliqué pour lui. Et puis, il se laisse un peu avoir par la trajectoire. Il essaie d'intervenir du pied droite, mais malheureusement, c'est raté. Et puis après, derrière, ben, Akinola démontre Mais ses bonnes. Moussi aurait pu s'avancer limite pour essayer Oui, parce que Moussi il va derrière, il recule, puis derrière il reste en place, et puis il donne toutes les chances à Quinola de lui montrer bah, que s'il frappe, il sera toujours en retard sur le plongeon. C'est un peu, ouais. il y a de la faute de Sidibé, mais bon, derrière, Quinola, il a un peu le terrain grand ouvert pour lui. Effectivement, on va parler. J'allais y venir, Colin. Tu m'enlèves un peu les mots de la bouche, mais dans ces Pardon. moments-là, non, mais il y a pas de souci. C'est bien que tu parles aussi.
le but du gardien dans des 1 contre 1 comme ça, et on l'a souvent évoqué dans les très bonnes capacités d'Edin Omeragic en 1 contre 1, le but du gardien, c'est de fermer le plus possible les angles de frappe à l'adversaire. Alors, on va dire que pour le gardien, quand le joueur arrive comme ça, plein axe ou presque, il est un tout petit peu décalé sur la droite, mais on peut quand même considérer qu'il arrive plein axe face à lui. Ouais, non, c'est ça. Ouais, il est un tout petit peu décalé. Quand il passe l'angle Mmh. du 16 mètres, il est un tout petit peu sur la droite, mais pas grand-chose. Donc, il arrive plein axe. C'est les phases les plus difficiles à couvrir. Mais pourquoi il tente pas la même chose que Laïdani sur le 1 à 2, en fait? Ouais, ouais, pourquoi il Pourquoi tente il pas de va pas à sortir, la quoi? rencontre? C'est ça. Il va pas à la rencontre du joueur et puis et l'obliger peut-être à voilà à se décaler sur le côté Ouais, pour le pouvoir déstabiliser, intervenir. soit Déstabiliser. déstabiliser un peu l'attaquant. En Parce plus, que c'est si Aquino au moment où ouais, il pardon. arrive dans une zone intéressante pour frapper, si le gardien il est comme sur cette action à 8 mètres ou s'il est au contact, c'est pas la même chose pour intervenir. C'est vraiment pas la même chose. Et du coup là, il offre effectivement, comme sur un plateau, le temps à Quinona de bien regarder où il est, d'ajuster. Et puis effectivement, aucun gardien n'a le temps de se coucher assez vite pour pouvoir intervenir sur une frappe comme ça. Donc c'est effectivement une erreur un peu d'appréciation de Mossy. Et puis aussi, ouais, un manque à la base. Je veux dire, on a Aïroulaou qui intervient, on ne sait pas trop comment sur l'autre attaquant. Euh, et puis Jonathan Fontana, il est très loin d'Aquina. Le latéral droite, à ce moment-là, Gonçalves, on ne sait pas où il est, on ne le voit même pas sur l'image, je me souviens plus, mais il était encore aux avant-postes. Et puis, moi, ça m'a frappé, en fait. On a un joueur qui part en 1 contre 1, mais tous les autres joueurs, à part Sidibé, si on voit sur l'action, ils sont au petit trot. Ils reviennent au Ouais, ouais, non, petit mais en trot. fait, on regarde Fontana, il s'attend à ce que Sidibé fasse interception et il voit que Sidibé y arrive pas et puis là, il commence sa course, mais c'est déjà trop tard, quoi, c'est déjà trop tard. Eh bien sûr. Donc, et il y avait 2-2 à ce moment-là. Si on avait pris ce but comme étant le 2-4 ou le 2-5, parce Ouais, ouais. on partait aux avant-postes, mais il n'y avait aucune raison de se découvrir à ce point-là et d'offrir ce but. Donc, c'était à nouveau un but symbolique. On le prend dans les 5 dernières minutes du match, on perd le match. Et je crois, messieurs, ce sera peut-être un peu le mot de la conclusion, puisque les dernières minutes, il n'y a pas eu d'occasion franche, hein, on n'a pas eu l'occasion de vibrer dans les dernières minutes. On a plus senti de frustration de la part des Neuchâtelois qu'autre chose. Mais au final, ce Non, match il y a pas était grand-chose. très représentatif. Un Xamax qui marque 2 buts, mais qui en contrepartie en prend 3. Du coup, on perd le match. 25 bonnes minutes dans un match, c'est pas suffisant pour ramener quelque chose sur un match qui dure 90 minutes. Un adversaire qui n'a pas été non plus flamboyant, mais qui a été décisif quand il fallait l'être. Moi, c'est un peu mon sentiment. Je trouve que ce dernier match, il symbolise très très bien notre saison. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Mmh. Osvaldo. Oui, oui, non, alors moi je voulais profiter du fait qu'on jouait justement vendredi contre une équipe qu'on a effectivement pas battue depuis passé 1000 jours et effectivement, Ville n'est pas une équipe dont les difficultés se sont rencontrées seulement cette saison. Mais je pense que ce qui est symptomatique à dire quand il sera l'heure de tirer les bilans, c'est le nombre d'équipes contre lesquelles on a fait 4 matchs, 0 points, quand on connaît le niveau assez homogène finalement de la Challenge League et le nombre d'équipes qui sont supposées se tenir. Et ça, je veux dire, ces scénarios-là, on les a pas vécus que contre Ville cette saison, on les a vécus contre Carouge, on les a vécus contre Thun, on les a vécus aussi contre des équipes plus faibles. Euh, Où finalement notre manque de régularité dans le match, dans les matchs nous a aussi coûté une défaite à Nyon au premier tour si on s'en rappelle. Donc sans vouloir faire le bilan de la saison ce soir, ce que je veux dire c'est qu'il y a vraiment une grosse réflexion à faire pendant l'été, de se demander si le terme cette équipe est notre bête noire, cette équipe est notre bête noire a encore du sens et si la plus grosse bête noire de Xamax, c'est pas Xamax lui-même en ce moment. Ouais, alors tu lances parfaitement la réflexion
pour le bilan de saison qui aura lieu la semaine prochaine. Voilà, on va pas s'attarder plus. Finalement, c'était un match où il s'est pas passé grand-chose. Peut-être un mot, messieurs, aussi sur l'ambiance qui a été glaciale, volontairement glaciale, puisque voilà, les ultras de Neuchâtel Xamax ont décidé d'exprimer encore une fois leur mécontentement par rapport à la direction que prend le club. Messieurs, c'était vraiment pas une ambiance digne de la Challenge League vendredi soir à la Maladière. Non, 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 les c'était pas une ambiance digne de la Challenge League. Maintenant, c'est une ambiance malheureusement digne de ce que de la trajectoire que le club prend maintenant depuis 5 ans. Ouais, ouais, mais je le dis dans le sens, en fait, je pense que c'était volontaire aussi ce manque d'ambiance dans le stade, et puis c'était aussi la manière qu'avait le public, qu'il soit ultra ou pas ultra, de dire ben en fait non, on n'a pas envie de vous faire la fête, alors que vous nous avez proposé un spectacle plus que moyen, voire même mauvais par moment durant toute la saison. Il y avait honnêtement aucune raison de fêter quoi que ce soit. Ce vendredi à la Maladière, quoi. Ça aurait été presque choquant de voir l'inverse, je trouve, d'avoir trop d'ambiance et puis on chante à la gloire des joueurs et puis à la ouais, ouais, fin non, on clairement. applaudit et puis les joueurs restent un moment sur le terrain pour venir saluer les spectateurs. Enfin, ça aurait été choquant de voir ça après ce match et après cette saison. Je veux Oui, juste oui. dire pour conclure le match encore, effectivement, on a été mené 2-0, on fait 25 minutes, on revient à 2-2 et bah, après, franchement, bah, l'équipe se complaît un peu dans ce retour de 2-2 et se dit pas: «Ah bah, on va aller chercher le 3-2» quoi et tu as l'impression qu'il bouge plus grand chose et puis, bah, à la fin, il y a justement cette erreur et puis ça nous crucifie, puis on perd 3-2. C'est vraiment à l'image de la saison, c'est vraiment un match à l'image de la saison et puis c'est dommage parce que c'est même pour un dernier match, les ultras, c'était plus là, mais les joueurs, ça leur donne pas envie d'aller, le public, ça leur donne pas envie d'aller fêter avec les joueurs, quoi. À part les enfants qui, eux, n'ont pas compris grand chose à ce qui s'est passé, ou qui veulent juste un maillot. Le reste, ils sont pas trop là. Le reste du stade va rentrer chez lui, puis morose, quoi, avec une ambiance morose, et puis ils vont encore se demander si ça sert à quelque chose de revenir la saison prochaine. Mhm. Bah, c'est-à-dire que pour compléter ce que tu dis, Colin, je pense qu'à un moment donné, la patience de tout être humain À des limites. a des limites. Et ça, c'est ce que malheureusement, c'est un peu la réalité dans laquelle on se trouve actuellement. C'est que la patience de beaucoup de supporters, même les plus patients, justement, même les plus bienveillants, arrivent à bout. Et je crois que en parlant avec beaucoup, en profitant aussi de ma position maintenant de membre de cette équipe de Xamcast pour parler beaucoup avec les gens. Soit c'est moi qui engage la discussion, soit c'est eux qui viennent, c'est assez partagé finalement. Je me rends compte que le ras-le-bol est assez général et unanime de ce point de vue-là, quelle que soit la façon de l'exprimer. Et ça peut pas continuer une ou deux saisons encore comme ça c'est clair et net. Mhm. Alors, ouais, ça fait écho aux propos de notre président, hein, Jean-François Collet, qui parlait de résilience. Alors, je ne sais pas s'il m'a écouté parler de résilience moi-même dans un épisode, c'était il y a peut-être 4 semaines, hein, messieurs, je me souviens plus dans quel épisode c'est, mais c'est un terme que j'avais utilisé. Alors, je l'avais utilisé cette fois-ci pour parler des joueurs, hein, pas ni du président, ni du public. Mais c'est un terme qui finalement convient à tout le monde. Les joueurs ont manqué de résilience. Le président dit être résilient, mais les supporters ont aussi de plus en plus de peine à être résilients. On développera ça la semaine prochaine, mais effectivement, j'embraye sur ce que tu dis par rapport au côté bête noire. Quand on perd 19 matchs sur une saison, il n'y a plus de bête noire. Il n'y a Ah qu'une non, équipe qui mérite sa place. voilà. On est symptomatique de ça et je veux dire, moi je suis, je veux manquer de respect, je veux dire, à aucune des 9 autres équipes de ce championnat, hein, vraiment pas. Mais il y a des, voilà, il y a des vraies questions à se poser, autant par rapport aux différentes équipes qui ont été promues ces dernières saisons alors qu'on occupait la Challenge League, que par rapport à la performance qu'a réussi à réaliser
le néo-promu de cette saison, Étoile Carouge. Alors, ils ont pas la même pression populaire que nous. Ils ont pas le même historique récent qu'on a. Ils ont pas la même base de fans qu'on a. Déjà, du fait qu'ils vivent dans une ville où l'équipe Fagnon a, de nouveau, a atteint la deuxième place de Super League encore cette saison. Mais ça doit nous faire réfléchir parce que c'est pas normal d'avoir eu le bilan qu'on a eu contre eux, puis surtout d'avoir vu un tel écart de niveau avec eux lors des confrontations directes. Et ça, c'est comme avec d'autres équipes, hein. Mais c'est vraiment un point qui doit être le point central de la réflexion de Breza et des joueurs cet été. Mais oui. On se réjouit, nous aussi, de faire une petite réflexion là autour la semaine prochaine. Mais si on va passer à la conclusion gentiment. Mhm. La conclusion sera assez courte aussi. Chaque fois que je dis ça, je parle pendant 2 minutes, mais ça fait rien. Voilà, vous l'avez entendu, hein, la semaine prochaine, nous ferons le bilan de la saison au Lobby Bar avec Raoul Savoie et Daryl Jeanneret. On se réjouit déjà de les avoir parmi nous pour leur donner aussi, ouais, les entendre aussi donner leur avis sur la saison. On vous le rappelle, cet épisode sera enregistré en public, donc vous aurez la possibilité de venir. On vous encourage vraiment à venir. Nous, ça nous motive aussi si on peut avoir du public. Et puis, si vous n'avez pas la possibilité, on sait aussi, hein, la semaine prochaine, c'est le week-end de l'Ascension. Il y aura peut-être des gens qui auront le pont, qui vont partir 4 jours. Donc, on est conscient que, voilà, c'est peut-être pas forcément le moment idéal, mais on se disait aussi que de faire un bilan de saison 2 ou 3 semaines après, ça vous intéresserait pas forcément non plus. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire là. Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent, on fera sur nos différents réseaux, on vous donnera la possibilité sur nos différents réseaux de poser vos questions, soit des questions globales, soit des questions qui pourront être adressées directement à un animateur ou à un de nos intervenants. Et puis, on les traitera en plus de notre bilan de saison. Et puis, vous l'avez vu sur le programme, il y aura la possibilité de manger sur place si vous le souhaitez, de goûter aux délicieux plats thaïlandais faits par l'équipe de la cuisine du Lobby Bar. Et puis ensuite, si vous êtes encore là, que vous êtes encore motivé, eh bien, il y aura la finale de la Ligue des Champions qui sera diffusée sur grand écran. Et puis nous, à l'équipe de Xamcast, on se réjouit de débriefer l'épisode, mais on se réjouit aussi de voir ce match, puisque vous l'avez peut-être déjà compris, il y a des interistes parmi les fans. Il y a des fans de Il y en a l'Inter un. parmi l'équipe de Xamcast, au moins un. Et puis, il y a au moins un fan du Paris Saint-Germain aussi. Et puis, il y aura des fans du Paris Saint-Germain d'un soir dans l'équipe aussi. Et puis, Aussi des peut-être des fans haters de du Paris Saint-Germain. C'est ça, il y aura peut-être aussi des fans de l'Inter d'un soir dans l'équipe à ce moment-là. Donc, voilà. En tout cas, une belle Qu'est-ce que opposition. qu'est-ce que c'est pour Euh, l'opportunité? C'est ça, est-ce que c'est beau Pardon. l'opportunisme? Donc voilà, la possibilité de conclure cette fin d'après-midi avec nous autour d'un match de foot et puis de quelques verres. Donc voilà, venez nombreux, ça nous ferait énormément, énormément plaisir. Voilà. Et puis, on va aussi, au moment où on enregistre cet épisode, la finale des championnats du monde de hockey sur glace n'a pas encore commencé, donc on va envoyer de bonnes ondes aux hommes Ça de nous fait Patrick tout de Fischer, suite. en espérant qu'il ramène cette médaille d'or qui serait vraiment très, 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 très méritée. Mais vous serez sans doute la majorité à écouter cet épisode après le résultat, donc on espère qu'on n'aura pas porté la poisse à la Nati. Voilà. Chers auditeurs, merci à tous pour votre écoute et puis merci à vous deux aussi, les animateurs. Et puis à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Bye bye. Bye Bye. bye.